Nous sommes le 10 novembre 2018 à Earlville, Iowa. Todd Mullis, 40 ans, conduit à toute allure sur une route de campagne. Sa femme Amy, 39 ans, vient d'avoir un grave accident dans leur ferme et Todd l'emmène en urgence à l'hôpital. Son fils Tristan, 13 ans, est assis sur le siège passager du camion et tient sa mère inconsciente dans les bras. Il y a du sang partout. Pendant qu'il conduit, Todd appelle le 911 à 12h01 et raconte à l'opérateur qu'Amy est tombée sur un râteau à maïs qui s'est planté dans son dos. L'opérateur demande à Todd de se garer et de pratiquer la réanimation et Todd s'exécute. Quelques instants plus tard, une ambulance arrive sur les lieux ainsi que des passants qui connaissent la famille. Tristan retourne à la ferme familiale avec l'un d'eux et Todd part avec un autre passant jusqu'à l'hôpital. Le décès d'Amy est constaté à son arrivée aux urgences. Un médecin légiste procède à un premier examen de sa dépouille et découvre 6 blessures par perforation dans son dos. Todd ayant déclaré qu'Amy était tombée sur le râteau à maïs, le médecin légiste demande à le voir, et ce qu'il va découvrir va tout remettre en question. Le râteau a 4 dents, alors le médecin ne comprend pas comment il peut y avoir 6 blessures par perforation. Alors, le décès d'Amy est-il un accident ou un meurtre ? Commis par Todd ou quelqu'un d'autre ? Todd Mullis a toujours été passionné par l'agriculture. Il aime la vie à la ferme et travaille très dur. Il achète sa première exploitation en 1999 et grâce à son dur labeur, la ferme de Todd grandit et il en acquiert 3 autres. Sa propriété comprend 2 porcheries sur son terrain. Todd rencontre Amy en 2003 à la foire du comté de Delaware et ils se marient le 11 septembre 2004. De base, Amy travaille dans le domaine médical, notamment en tant qu'infirmière aux urgences, les mêmes où elle décédera. Après le mariage, elle vient s'installer avec Todd sur sa ferme, qui comporte, outre les porcheries, un hangar rouge, une boutique et leur résidence. Le couple a 3 enfants, Tristan, Taylor et Wyatt. Amy Lynn Fuller est née le 23 janvier 1979 de ses parents Robert et Peggy. Amy a grandi dans la région d'Eldora. Elle a un frère, Jeff, et 4 demi-frères et sœurs, Whitney, Zach, Jonathan et Brandy. Elle est diplômée du New Providence High School en 1997 et obtient ensuite un diplôme d'infirmière au Kirkwood Community College. Après la naissance de ses enfants, Amy choisit de rester à la maison et de s'associer à l'exploitation agricole de son mari Todd. Elle était toujours là pour sa famille et ses amis, et par-dessus tout, ses enfants étaient la partie la plus importante de sa vie. Évidemment, Todd et son fils sont questionnés par les policiers pour en savoir plus. Todd déclare aux policiers qu'il ne sait pas ce qui s'est passé et qu'il suppose qu'il s'agit d'un accident. Son fils Tristan raconte cette journée funeste. Pour commencer, il faut savoir qu'Amy a subi une intervention médicale en ambulatoire le 6 novembre, 4 jours avant son décès. Elle devait se reposer et était interdite de soulever plus de 3 kilos. Le matin du 10 novembre donc, Todd et son fils se sont rendus dans la porcherie nord de la ferme. Pour vous donner une idée, ce sera important pour plus tard, l'étable est aussi grande qu'un terrain de football. Quelques minutes après, Amy est venue les rejoindre. Ils ont travaillé tous les 3 à la préparation de la porcherie pour l'arrivée prochaine des porcelets. Todd disposait des mangeoires à tétines dans les enclos. Tristan faisait des allers-retours entre l'entrepôt et la porcherie pour apporter des chauffages d'appoint. Amy nettoyait les luminaires. Pour ce faire, elle se tenait debout sur un seau de 20 litres. D'après Tristan, sa mère semblait instable, manquant par une fois de tomber, et il lui a même demandé si elle allait bien. Amy a répondu par l'affirmative et a continué à travailler, mais finalement Tristan et son père lui ont conseillé d'arrêter et de rentrer se reposer. Todd lui demanda au passage d'aller chercher une cage de transport pour animaux dans le hangar rouge, qui se trouvait à environ 30 mètres de la porcherie. Todd a demandé à Amy d'apporter la cage de transport à la porcherie ou de la laisser à leur disposition à l'extérieur du hangar si jamais elle était trop lourde. Il en avait besoin pour réunir les chatons qui vivent sur sa propriété, car il comptait utiliser des machines dans les champs environnants et ne voulait pas en écraser un. Amy a acquiescé et est partie, laissant Tristan et Todd dans la porcherie pendant environ 1h30. Lorsque Todd a remarqué que la caisse de transport n'était ni dans la cour, ni devant le hangar, il a envoyé Tristan chercher sa mère dans le hangar rouge. Tristan se rend donc au hangar et fait une découverte funeste. Il a trouvé Amy à 4 pattes, face contre terre, le râteau à maïs lui sortant du dos. Terrifié, l'adolescent a appelé son père, puis a vérifié si sa mère avait un pouls ou si elle respirait.
Todd s'est précipité et a dit à son fils d'aller chercher le camion et de l'amener devant. Lorsque Tristan a amené le camion, il a vu Todd retirer le râteau à maïs du dos d'Amy. Il est monté du côté passager, Todd a mis Amy sur les genoux de son fils et ils ont pris la route de l'hôpital. La suite, on la connaît. À première vue, Tristan donne donc un alibi à son père. Il travaillait avec lui dans la porcherie. Mais cette histoire n'est pas si simple que ça, et on reviendra sur la déposition de Tristan à propos des agissements de son père. Une autopsie est demandée et elle est pratiquée par le docteur Kelly Cruz quelques jours plus tard. En examinant les blessures par perforation dans le dos d'Amy, la pathologiste découvre 2 trajets de blessures différents. Elle en conclut qu'Amy a été empalée avec le râteau à maïs au moins 2 fois, probablement 3. Elle constate également que le râteau à maïs a pénétré dans le dos d'Amy suffisamment profondément pour rompre son implant mammaire et sortir de sa face antérieure, ainsi que pour perforer son poumon et son foie. Outre les 6 blessures par perforation, Amy souffre également de blessures au menton, à la pommette, aux genoux et aux jointures de chaque main. La médecin légiste détermine que ces lésions peuvent être des blessures défensives correspondant à une lutte. La blessure au menton présente à la fois des éléments d'écrasement et d'éraflure, ce qui peut paraître logique quand on imagine qu'elle est sûrement tombée la tête la première. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débris dans la plaie provenant d'un choc avec une surface. Le docteur Cruz classe la mort d'Amy dans la catégorie des homicides. Les conclusions sont donc déconcertantes. Après l'autopsie, le bureau du shérif, qui n'enquête pas sur beaucoup d'homicides, celui d'Amy n'étant que le 4e au cours des 10 dernières années, demande de l'aide à la division des enquêtes criminelles de l'Iowa, et c'est l'agent spécial John Turbett qui est envoyé sur place pour participer à l'enquête. Naturellement, Todd est suspecté. Après tout, c'est le mari. Il est interrogé au commissariat le 16 novembre 2019. Quand l'agent spécial Turbett lui pose des questions à propos de son mariage, Todd le décrit comme étant excellent et déclare qu'ils avaient un mariage très sain. Il dit qu'ils étaient très proches, que leur communication était formidable, qu'ils étaient toujours l'un avec l'autre et que tout allait très bien. Mais ce n'est pas du tout ce que racontent les proches d'Amy. En réalité, Amy a trompé Todd 5 ans plus tôt, en 2013, avec quelqu'un à son travail. Todd l'a découvert et le couple a décidé d'essayer d'arranger les choses. Selon la belle-mère d'Amy, Todd lui a dit « Je ne vais pas perdre ma ferme et tout ce pourquoi j'ai travaillé ». Ils ont suivi une thérapie. Amy a quitté son emploi à l'hôpital pour travailler à la ferme. Todd a dit qu'elle voulait passer plus de temps avec sa famille, mais à l'inverse, Amy a dit à ses amis qu'elle n'avait pas le choix. D'après l'une de ses meilleures amies, Terry Stanner, Amy a quitté son emploi car c'était une sorte de marché qu'elle a passé avec son mari. En gros, les termes de l'accord, c'est que « Amy, tu en as fini avec l'hôpital, tu es de retour à la ferme et je garde un œil sur toi ». Terry pense que Todd n'a jamais refait confiance à Amy après ça. Et Amy a fini par dire à son amie qu'elle se sentait comme une prisonnière. Apparemment, Amy était surveillée et ne pouvait pas voir qui bon lui semblait. D'après Terry, c'était une sorte de plaisanterie, la liste des amis approuvés qui avaient le droit de faire des choses avec Amy. Elle était chronométrée lorsqu'elle quittait la maison et lorsqu'elle revenait. En 2018, Amy confiait à des amis comme Patricia Christopherson que les choses n'allaient pas très bien. D'après elle, Amy n'était pas heureuse dans son mariage et elle ne l'était plus depuis de nombreuses années. En réalité, l'année 2018 a été riche en difficultés pour les Mullis. Amy se plaint souvent que Todd travaille trop. Il préfère rester à la maison quand elle préfère sortir. Il ne lui accordait apparemment pas assez d'attention, alors quelqu'un d'autre s'est intéressé à elle et elle s'est lancée. Fin mai, Amy a entamé une deuxième liaison, cette fois avec Jerry Frasher, un homme marié, père de 2 enfants, qui supervise l'exploitation porcine. Comme Amy était la comptable de la ferme, il est normal qu'ils soient en contact. Et petit à petit, ça s'est transformé en une relation personnelle, romantique et sexuelle. Ils ont commencé à se rencontrer en secret à la ferme, sur les petites routes et parfois dans des chambres de motel. Todd a commencé à avoir des soupçons après avoir examiné une facture de téléphone et noté un nombre important de contacts entre Amy et Jerry. Plus de 128 SMS échangés en fait. Todd a confronté Jerry, qui a nié la liaison, lui disant qu'il ne se passait rien, qu'il parlait soit business, soit activité des enfants. Rien de scandaleux. Mais Todd n'était pas sûr que l'homme lui disait la vérité. Il a contacté alors la femme de Jerry et lui a fait part de ses soupçons, mais elle l'aurait rassuré, lui disant que son mariage avec Jerry était solide et qu'elle ne croyait pas à cette histoire de liaison. Mais Jerry est devenu nerveux après cette confrontation.
Il a dit à Amy qu'il devait ralentir les choses, et pourtant, ils ont continué à se voir. Mais quand bien même, en soi, Jerry Frasher avait un motif pour tuer Amy. Il avait une femme, des enfants. Il ne voulait pas quitter sa famille. Il avait accès à la ferme. Il aurait très bien pu vouloir se débarrasser de sa maîtresse pour sauver son mariage. Les enquêteurs examinent les relevés du téléphone portable de Jerry au moment du meurtre d'Amy. Ce 10 novembre, Amy lui envoie un SMS à 10h12, lui disant « Tu sais ce que je fais aujourd'hui ? Je nettoie des putains de luminaires dans la grange. What the fuck ?» D'après l'analyse du portable de Jerry, ce dernier était actif vers 10h45, 11h45, 12h45, tout cela à Anamosa, à 45 minutes de route. Également, tout comme Todd Mullis, son fils et son alibi. Ce dernier affirme qu'ils ont passé tout le samedi matin à travailler, puis qu'ils ont regardé le football universitaire. Ce qui semble donc le disculper, en tout cas aux yeux des enquêteurs. Jerry Frasher, ainsi que son épouse Christy, sont éliminés comme suspects. On en revient donc au seul suspect potentiel, Todd. Et les amis d'Amy ont tous le même discours. Eux et Amy étaient persuadés que si la jeune femme demandait le divorce ou si Todd apprenait la liaison, il la tuerait. Todd a fait part de ses soupçons à une amie commune, l'ancienne collègue d'Amy, sur le comportement de cette dernière, lui expliquant qu'elle se comportait comme lors de sa première liaison. À un moment donné, cette amie a suggéré qu'il valait mieux qu'ils ne soient pas ensemble, mais Todd a répondu « Je travaille pour cette ferme depuis que j'ai 11 ans et je n'y renoncerai pas. » Le gros problème, c'est que la liaison d'Amy commençait à ne plus être aussi secrète que ça. À la fin de l'été 2018, la nouvelle de son infidélité s'était même carrément répandue. Lorsque leur amie en commun a appris la liaison par Amy, elle a dit à cette dernière « Tu te mets dans une situation vraiment dangereuse. » Et s'est inquiétée en déclarant « Todd va te tuer parce que Todd est la personne avec laquelle il ne faut pas s'embrouiller. » Une de ses amies a entendu des rumeurs sur la liaison. Elle en a donc parlé à Amy qui s'est énervée. Amy lui a alors dit où chercher son corps si elle venait à disparaître, sous le bois de chauffage. Amy a contacté une autre ancienne collègue de travail pour savoir si elle avait entendu des rumeurs sur la liaison et lui a demandé de mettre fin aux histoires qu'elle pourrait entendre. Amy lui a expliqué à plusieurs reprises que Todd la tuerait s'il l'apprenait et que son enfant aîné, Tristan, lui avait également dit « Si papa découvre que tu as une liaison, il te tuera ». Enfin, son amie Terry Stanner dit qu'Amy était inquiète. D'après elle, Amy lui a dit « Je vais dire à Todd qu'il y a des rumeurs, comme ça s'il l'entend, il pensera que c'est juste la rumeur qui circule. » En juillet, Amy a pris une grande décision. Elle a parlé à leur amie commune de quitter Todd, car, je cite, elle était prête à partir, elle cherchait tranquillement du travail et un endroit où vivre. Puis la grand-mère d'Amy est décédée en août. Selon son frère, cette dernière prévoyait alors de divorcer de Todd et s'attendait à ce que ce dernier pète les plombs. Amy a demandé à son frère d'entreposer certains des meubles de leur grand-mère afin qu'elle puisse en disposer lorsqu'elle quitterait son mari. En octobre, l'oncle d'Amy a subi une hémorragie cérébrale, si bien qu'Amy s'est souvent éloignée de Todd et des enfants pour aider à soigner son oncle. Son absence a commencé à peser sur Todd, qui doit s'occuper des porcs, de la récolte et des enfants en même temps. Ce serait ce mois-là que Todd a trouvé un râteau à maïs dans la cour et l'a mis dans le hangar rouge. Revenons à l'interrogatoire de Todd. Donc, il affirme que son mariage était fantastique et que tout allait très bien. Mais l'agent spécial John Turbett a des doutes et essaye de pousser Todd dans ses retranchements. Il lui dit que sa femme avait à nouveau une affaire et que ça a pu le mettre en rogne, mais Todd affirme qu'il ne savait pas pour la seconde liaison, alors que bien sûr, c'est faux. Finalement, Turbett confronte Todd et l'accuse d'avoir tué Amy. Il lui dit « Tu étais furieux à propos de tout ça, tu t'es senti trahi à nouveau, tu savais ce qui allait se passer. Amy allait s'en aller et il était hors de question que tu perdes la moitié de tout ce pourquoi tu as travaillé toutes ces années. Elle n'allait pas te tromper 2 fois puis partir avec la moitié de vos biens et sûrement vos enfants. Hors de question. Tu n'allais pas laisser une telle chose se produire et je peux le comprendre. » Mais Todd réfute ces accusations. Il demande quelles sont les preuves dont la police dispose. Il dit à l'agent spécial Turbett « Vous voulez que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait ?» D'après Turbett, au cours de l'entretien, Todd s'est montré peu émotif et très plat, même après avoir été accusé. Quoi qu'il en soit, Todd est libre et retourne chez lui. Un mandat de perquisition est exécuté à la ferme des Mullis. Les policiers s'emparent de tous les appareils électroniques de Todd, y compris un système de vidéosurveillance avec 2 caméras couvrant la propriété.
aucune vidéo de la caméra pointée sur le hangar rouge n'a pu être retrouvée, et la caméra pointée sur la cour entre les bâtiments a été inactive entre le 29 octobre et le 11 novembre, soit le lendemain du décès d'Amy. Les enquêteurs ne peuvent pas déterminer si la vidéo manquante a été supprimée ou s'il s'agit d'un bug ou de quelque chose d'autre. L'iPad de Todd, qui se trouvait dans son tracteur, est également récupéré. Il part en analyse et les résultats sont consternants. Le compte Google utilisé par Todd sur son iPad a servi à effectuer des recherches sur Internet et certaines d'entre elles sont compromettantes. Le 25 décembre 2017, Todd a cherché « Est-ce que le meurtre était mieux accepté il y a plusieurs siècles ?» Le 5 janvier 2018, Todd a cherché « Les anciennes cultures tuaient-elles les femmes adultères ? Caractéristique d'une femme infidèle. » 3 jours plus tard, il a cherché le frisson de la mise à mort, la célèbre citation « Aucun frisson n'est comparable à celui de la chasse à l'homme. Une fois que vous aurez chassé l'homme, vous ressentirez toujours la soif. » Le 10 mai, il a cherché « Crime passionnel, tuer une femme infidèle » et un article du New York Times intitulé « 18 mois de prison pour avoir tué son épouse infidèle ». Enfin, le 9 août, il a cherché « Nombre d'accidents domestiques avec une arme à feu. Que faire avec de grandes blessures ouvertes à la poitrine? Combien de temps on survit sans nourriture ou sans eau? Combien de temps on survit dans le froid? Traiter un coup de chaud? Placement des organes dans le corps. » Avec les informations recueillies, les enquêteurs décident de passer à l'arrestation du principal suspect. Todd Mullis est arrêté sur sa propriété le 28 février 2019 pour meurtre au premier degré. Sa caution est portée à 5 millions de dollars. L'enquête continue encore pendant 7 mois. Le plus gros obstacle pour les enquêteurs, c'est l'alibi de Todd, donc le témoignage de son fils Tristan. D'après les informations recueillies auprès des proches de la famille, Tristan et son père sont très proches. Il semblerait pour les détectives que Todd coach en quelque sorte son fils pour le disculper. Du genre « Fiston, tu te souviens, on a travaillé ensemble toute la matinée ce jour-là. » Et c'est ce qu'affirme Tristan depuis le début. Mais tout change quelques jours seulement avant le procès lorsque Tristan est réinterrogé et admet qu'il n'avait pas eu les yeux sur son père tout le temps. Tristan dit qu'il a perdu de vue Todd à quelques reprises lorsqu'il allait chercher de l'eau dans le bureau situé à l'avant de la grange. Durant cette audition, Tristan estime qu'il était parti moins d'1 minute à chaque fois. Donc, pas le temps pour Todd de traverser la cour, se bagarrer avec sa femme, la tuer et revenir discrètement. Et puis, Tristan dit qu'il n'a jamais vu de sang sur Todd et qu'à aucun moment, alors qu'ils travaillaient ensemble, son comportement n'a changé. Mais le doute subsiste et le procès commence en septembre 2020. Curieusement, même l'avocat de Todd ne semble pas convaincu par l'innocence de son client. Les premiers mots prononcés dans sa déclaration d'ouverture au jury sont « Bonjour à tous, je suis d'accord avec une partie de ce que l'État vient de vous dire en introduction et les preuves vont dans le sens de ce que vous venez d'entendre. » Gros retournement de situation quand vient le tour du témoignage de Tristan, qui revient finalement sur ce qu'il a dit lors de sa dernière audition, mettant à mal l'alibi qu'il donne à son père. La procureure Maureen Hughes lui demande « À un moment donné, avez-vous perdu de vue votre père ?» Tristan répond oui. « Savez-vous exactement combien de temps votre père n'a pas été dans votre champ de vision ?» Tristan répond non. Tristan, serait-il exact de dire que vous ne savez pas combien de temps vous étiez loin de votre père lorsque vous travailliez dans la grange à Port? Tristan répond oui. Finalement, Todd aurait peut-être bien eu le temps de se rendre au hangar rouge pour tuer son épouse. Une autre question subsiste. Pourquoi avoir envoyé Tristan chercher sa mère dans le hangar rouge longtemps après qu'Amy soit allée chercher le porte-animaux? Pourquoi serait-elle toujours dans le hangar? Il aurait dû dire « Va voir où se trouve maman », non? Pourquoi Todd choisirait-il spécialement le hangar rouge parmi toutes les possibilités? D'après l'accusation, c'est parce que Todd avait besoin que Tristan trouve sa mère. Il avait besoin qu'Amy soit localisée par quelqu'un d'autre que lui. Finalement, Todd prend la parole pour sa propre défense. Pendant près de 3 heures, il répond calmement aux nombreuses questions, notamment celle de savoir pourquoi il n'a pas appelé les secours tout de suite. Il dit « Je voulais juste l'aider, je voulais juste l'amener à l'hôpital. Je suis un homme d'action, je suppose. Je voulais juste aider. J'étais en mode réaction. Je voulais l'emmener à l'hôpital. » Todd explique également au jury pourquoi il n'y avait pas d'enregistrement de caméra de sécurité le jour de la mort d'Amy. Il dit qu'il pensait que ses chats avaient accidentellement fait tomber les antennes du rebord de la fenêtre alors qu'ils essayaient de trouver un endroit chaud pour s'asseoir.
Et la raison pour laquelle l'une des caméras s'est soudainement mise à fonctionner le jour suivant, il dit « C'était le lendemain. Je pense qu'après avoir parlé aux membres de la famille, ils m'ont demandé si j'avais quelque chose sur la caméra. Alors je suis sortie, j'ai vu que tout était renversé, j'ai tout ramassé. Je ne savais pas depuis combien de temps elle était éteinte ou quoi que ce soit d'autre. » Quant aux recherches sur internet concernant les conjoints infidèles, Todd affirme que ce n'est pas lui qui a cherché tout ça et qu'il ne sait pas qui en est l'auteur. Il dit que d'autres membres de la famille utilisaient l'iPad, y compris Amy. Puis est venue la question la plus importante. Todd, avez-vous tendu une embuscade à votre femme, Amy, dans cette remise ce jour-là, et l'avez-vous brutalement battue et transpercée avec ce râteau à maïs? Todd répond non, je ne l'ai pas fait. À la question, savez-vous qui l'a fait? Todd répond qu'il n'en a aucune idée. Dans son réquisitoire, la procureure laisse au jury une dernière réflexion sur le mobile de Todd. Pourquoi a-t-il tué Amy? Il a appris que sa femme mettait des meubles de côté, donc qu'elle comptait le quitter et s'est dit que c'était le moment ou jamais. Parce qu'il ne voulait pas perdre sa ferme, parce qu'elle le trompait. On peut ne pas aimer le fait qu'Amy est une liaison, mais cela ne veut pas dire qu'elle méritait de mourir. Pour l'accusation, cette affaire est simple. Les deux plus jeunes enfants étaient à l'intérieur de la maison pendant tout ce temps. Tristan et Todd ont tous deux déclaré que personne d'autre ne se trouvait dans la ferme ce jour-là. Et Todd n'a jamais entendu quelqu'un entrer dans leur propriété. Il n'y a donc pas d'autres agresseurs potentiels. Quant à la défense, je cite, « L'État n'a pas prouvé la culpabilité de Todd Mullis au-delà de tout doute raisonnable. Les points ne sont même pas connectés ici. Il n'y a aucune preuve physique reliant Todd à ce qui s'est passé. » À l'issue du procès, qui a duré 1 semaine, le jury se retire pour délibérer et décider du sort de Todd Mullis. Il est reconnu coupable du meurtre au 1er degré de son épouse, Amy Mullis. Les jurés ont eu du mal à délibérer, certains doutent encore. L'un d'eux, interrogé, dit « Nous avons parlé de tous les scénarios possibles et nous n'avons pas trouvé d'explication plausible. Mais ensuite, nous sommes revenus à Todd et à tout ce qu'il y avait contre lui. C'était une série d'événements malheureux qui ne s'additionnaient pas. À commencer par la décision de Todd de retirer le râteau à maïs du dos d'Amy et de l'emmener à l'hôpital avant d'appeler le 911. Le jury dit qu'il n'a pas compris pourquoi il n'a pas appelé le 911 et qu'il pense qu'il voulait éloigner Amy de la ferme. Et elle dit que Todd ne s'est pas rendu service en venant à la barre. Je cite, « Pour moi, il semblait froid. Vous savez, c'était probablement un homme peu loquace, comme le sont beaucoup de fermiers. Mais quand ils parlent de choses qui les passionnent, comme leur famille ou leur ferme, ou leur femme, ils peuvent généralement rassembler un peu d'émotion. » Ensuite, il y a eu les recherches sur Internet. La jurée dit « Nous avons passé pas mal de temps à les parcourir ligne par ligne, en examinant les recherches avant, les recherches après. Et nous avons conclu que c'était lui. Il ne s'agissait pas seulement d'un crime passionnel, il avait prémédité son geste. » Avant d'être condamné, lors de l'audience de détermination de la peine, Todd Mullis saisit sa dernière chance de s'adresser à la cour. « Je n'ai pas fait ça. C'est censé être l'Amérique où vous ne devriez pas avoir à prouver votre innocence. Je pensais que l'on était coupable innocent jusqu'à ce que l'on ait prouvé sa culpabilité. J'ai l'impression que c'était l'inverse. Et j'étais un mari fidèle et aimant. » Todd Mullis est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis, il continue de clamer son innocence. Il interjette appel, mais il est rejeté le 16 février 2022. Un site internet ayant pour but de récolter des fonds pour sa défense voit également le jour, où il est écrit « Todd n'a pas tué sa femme. Todd était un travailleur acharné, un mari et un père aimant et fidèle qui a été victime d'une mauvaise police, d'une enquête bâclée, et pire encore, de procureurs et d'agents des forces de l'ordre trop zélés et assoiffés de condamnation afin de poursuivre leur ambition de carrière pour devenir juge ou shérif. » Le système judiciaire a terriblement failli à la tâche de Todd, et comme l'ont dit les pères fondateurs de notre pays, il vaut mieux que 100 coupables soient libérés qu'un seul innocent souffre. Le 26 février 2025, Todd Mullis demande un nouveau procès lors d'une audience. Les nouveaux avocats de Todd affirment que l'enquête est remplie de lacunes et d'hypothèses. Ils affirment que sa représentation à l'époque n'a pas fait suffisamment d'efforts pour s'opposer à l'enquête. Pour eux, dès que Todd a vu Amy inconsciente, il a répété au 911, aux premiers intervenants, aux forces de l'ordre et à son avocat qu'Amy avait dû tomber sur les dents du râteau à maïs, ce qui a causé sa mort. Personne ne l'a écouté, pas même son avocat.
La demande de libération après condamnation est accompagnée de plusieurs documents qui, ensemble, d'après eux, décrivent une enquête défectueuse dès le départ, ce qui implique qu'elle était entachée de partialité. Le procureur chargé de l'affaire, John Berneau, a admis en 2020 qu'il était un ami proche de la victime. Il a toutefois refusé de se retirer de l'affaire. La déposition de l'ancien avocat de Todd est l'un des documents clés du dossier. Il y admet qu'il n'a pas consulté d'experts pendant le procès et qu'il n'a pas engagé d'enquêteur privé pour examiner les faits par lui-même. Il admet même qu'il a refusé d'écouter son client et de qualifier l'incident d'accident. Actuellement, c'est à l'État de décider si un nouveau procès doit avoir lieu ou si l'affaire doit être entièrement classée. Dans tous les cas, de nombreuses personnes pensent que Todd est innocent. Certains disent que le coupable, c'est le fils, Tristan, et que Todd le couvre. Il avait découvert que sa mère trompait son père, encore une fois, et il n'aimait pas ça, car il était un fils à papa. Certains affirment que Todd n'aurait pas tué Amy de cette manière, il y avait tellement plus simple et plus discret, comme la donner à manger au porc. D'autres croient en la théorie de l'accident. En supposant que Tristan ne mente pas, le fait qu'Amy ait eu des vertiges juste avant d'aller dans le hangar rouge semble significatif. Certains disent qu'elle a voulu utiliser le râteau pour récupérer la boîte de transport. Quant aux recherches sur internet, certains pensent qu'elle ressemble davantage à ce que ferait une personne qui craint que son conjoint ne la tue. Quoi qu'il en soit, il semblerait pour beaucoup que, bien qu'ils ne soient pas sûrs à 100% que Todd soit innocent, il n'y a pas non plus de preuves qu'il l'a fait au-delà de tout doute raisonnable. Et vous en pensez quoi? Et c'était la très triste histoire d'Amy Mullis. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!